Nous avons le grand plaisir d'accueillir Omar Agustoni, un réalisateur indépendant qui a réalisé de nombreux documentaires, nombreux films et dont la carrière a été un petit peu modifiée après la réalisation du film Les Arbres de la Honte, Trees of Shame, un film dont vous avez peut-être entendu parler. Bonjour Omar, bienvenue. Salut Olivier, merci de m'accueillir sur ta chaîne, sur votre chaîne Agora TV. C'est un plaisir. Tu fais un travail vraiment d'enquête minutieux et tu es toi-même aussi égyptologue, donc ça explique peut-être aussi pourquoi ce travail-là. Et dans Les Arbres de la Honte, eh bien, j'ai pu voir, c'est vrai, un travail de reporter qui était très précis et qui ne lâchait rien, notamment lorsque tu as interviewé la conseillère fédérale Simonata Sommaruga. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, notamment, car tu l'as vraiment posé des questions. Et je propose peut-être, pour pouvoir cadrer un petit peu qui tu es, comment est-ce que tu travailles, d'écouter juste ce petit extrait de ton film Les Arbres de la Honte quand tu interviews cette conseillère fédérale. Nous sommes à Berne, devant le palais fédéral. C'est ici qu'en avril 2013, au nom du gouvernement suisse, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait ses excuses publiquement pour les souffrances infligées jusqu'en 1981 aux anciens enfants victimes de placements forcés ou d'internement administratif. Madame la conseillère fédérale, une première question. Vous êtes touchée par cette démarche-là. Qu'est-ce qui vous touche le plus? On sait que vous avez créé cette table ronde en 2013. C'était très important déjà de m'excuser au nom de la Confédération pour tout ce qui était fait à ces enfants. Pour moi, c'est très important qu'on soit conscient de ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, est-ce que vous êtes au courant que les choses continuent malgré vos excuses? Alors je pense que ce qui s'est passé avec les enfants placés, c'est un chapitre sombre de notre histoire. Et il ne faut pas oublier, il faut reconnaître, on doit être sensibilisé. Bien sûr aussi, aujourd'hui, on doit faire attention parce que les enfants sont toujours les plus faibles. Et on a fait plusieurs projets de loi où on a tout fait pour mettre les intérêts de l'enfant au centre, au milieu de tous les efforts. Okay. Deuxième question, si vous permettez. Donc, pendant l'enquête, on a pu constater que beaucoup de familles vraiment ont leurs actes, si vous voulez, sous le nom du bien de l'enfant, volé leurs enfants et placés dans des foyers. Injustement, abusivement, selon la plus grande partie d'eux. Et il y a aussi des familles qui vous ont écrit en vous demandant de l'aide. Et vous avez répondu à ce moment-là que c'est une question cantonale. Alors, comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, ce qu'on a fait pour les enfants placés, c'est justement un fonds de moyens financiers avec les cantons pour donner de l'aide immédiate. Là, on a payé plus de 8 millions de francs, on a pu mettre ensemble. Mais maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est un projet de loi qui est au Parlement, qui est très important parce que là, on veut sensibiliser les gens. On veut faire avec les milieux scientifiques pour savoir ce qui s'est passé. Et en plus, on a ces 300 millions de francs pour donner aux gens le plus vite possible qui ont besoin, qui ont subi des situations épouvantables. Et pour moi, c'était toujours une très grande priorité pour faire avancer ce projet parce qu'on en a besoin et on en a besoin très vite. Non, mais ça, c'est dernier, excusez-moi, je me permets encore de mettre un peu l'accent là-dessus. Ça, c'est pour ce qui concerne le passé. Moi, je parle des enfants d'aujourd'hui. Donc, on vous a écrit des lettres pour vous demander de l'aide. Oui. Alors là, vous connaissez, monsieur, vous connaissez les compétences. On est un pays fédéraliste. On a les compétences chez les cantons, on a les compétences dans la Confédération. Moi, comme ministre de la Justice, je ne peux pas prendre des décisions qui sont dans la compétence des cantons. Ce qu'on peut faire, c'est ensemble avec les cantons, faire tout pour que les autorités soient bien formées, soient conscientes de ce qui se passe. Mais dans un pays fédéraliste comme la Suisse, on a des compétences partagées et l'aide sociale, par exemple, ce domaine, c'est dans la compétence des cantons. C'est pas envisageable, excusez-moi, une dernière question, c'est pas envisageable une enquête fédérale sur ces services de protection des mineurs en Suisse, parce qu'ils travaillent comme... Mais monsieur, nous, on est là maintenant pour parler de ce qui s'est passé. Et je vous ai expliqué les compétences en Suisse. On est un pays fédéraliste, on a des compétences dans les cantons.
Je peux aussi vous dire que les autorités cantonales, ils sont aussi dans la responsabilité de faire leur travail dans le canton. Voilà. Très bien. On entend que tu vas au bout des choses et c'est vrai que dans ce film, dans ce reportage Les Arbres de la Honte, tu vas vraiment au bout des choses. Tu as fait des milliers de kilomètres pour ce film. Ça a été des années de travail. C'est un de tes travaux, hein. Je pense que tu peux nous parler aussi un peu de tes autres reportages et de ceux que tu as fait dans ta carrière. Mais celui-ci a été vraiment un peu un tournant dans ta carrière, notamment au niveau de ton réseau professionnel. Alors, on va t'écouter, Omar. Raconte-nous un petit peu ton aventure. Oui, exact. Donc, moi, j'ai commencé à réaliser des documentaires en 2004, euh, une année après que j'ai terminé mes études. Et puis, j'ai suivi des cours d'initiation à la vidéo, de montage, parce que j'ai toujours eu ce rêve faire des voyages autour du monde et documenter, raconter des histoires. Voilà. Et alors, je commençais à réaliser quelques films qui n'ont pas tout de suite été pris par les télévisions mainstream. Et puis, un jour, j'ai réalisé un film sur le soufisme et ça a attiré l'attention des producteurs, d'un producteur des émissions religieuses, spirituelles de la RTS, Monsieur Wettstein, dont j'ai un très bon souvenir. J'ai eu une collaboration merveilleuse avec lui. Et voilà, et pendant des années, j'ai réalisé des petits reportages et des documentaires pour son émission. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de faire des news pour le TG ici au Tessin, donc pour la RSI. Et, mais mon avant-dernier documentaire avant Trees of Shame, c'était un film qui m'a touché beaucoup sur le dernier peuple indigène d'Europe, les Samis. Donc, j'ai fait un voyage là-haut et j'ai réalisé en coproduction avec la RTS ce documentaire qui s'appelle Le Printemps de Rennes, Spring of the Reindeer. Et là, j'ai suivi vraiment ce personnage qui m'a introduit dans la toundra pendant la migration des rennes et là, pour me parler un peu des problématiques du territoire qui leur est un peu enlevé par le gouvernement rapport aux matières premières qu'on y trouve en bas. Donc, l'or, pétrole et tout ça. Donc, une entière ethnie risque de disparaître à cause du nouveau monde. Donc, c'est un film qui a eu pas mal de succès, qui a été programmé à la RTS, France 5 et puis Arte. Et après ce film, justement, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma famille, donc par rapport à ces enfants qui sont pris par l'État et placés dans des foyers. Donc, ma famille a vécu quelque chose comme ça, exactement ça. Et donc, là, je me suis posé quelques questions. Qui est derrière ce mécanisme? Parce que je voyais qu'il y avait des choses qui étaient un peu incongruentes dans les réponses de ces services sociaux. Et donc, je me suis un peu questionné sur qui peut être aide, pourquoi ils sont aussi stricts. Je ne pensais pas qu'en Suisse, il pouvait y avoir quelque chose comme ça. Et alors, j'ai parlé avec un très bon ami à moi. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'appellerais pas Jean Ziegler, le fameux Jean Ziegler, alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache, tu racontes ton histoire. Et je dis, OK, l'histoire de ce qui s'est passé. Et, et je parlais avec lui et lui, il était très, ouais, très, comment dire, glacé, de rester de glace. Il m'a dit, mais mon Dieu, mais encore, parce que lui, il a vécu ça à l'époque, quand il était. Donc, et dans mon film, le film que j'ai fait avec Sandrine Babel, ça, je tiens à bien sûr le dire, mais j'y arrivais là. Hein. Et lui il m'a dit exactement de contacter cette dame, Madame Sandrine Babel, et il m'a donné son numéro, je l'ai contacté, on s'est vu à Carouge, c'est là où j'habitais à l'époque, après mes études, je suis resté quand même 20 ans à Genève. Et après,
on s'est rencontrés et c'est elle qui a eu l'idée de faire ce film, de dire pourquoi, toi tu es réalisateur, pourquoi on ne ferait pas un film sur ça? Parce qu'elle aussi, elle était victime de ces placements abusifs, elle avait 4 enfants. Donc, elle était un peu la reine de ces combats, elle avait beaucoup de connaissances, elle m'a dit, je connais beaucoup de familles, beaucoup de personnages même qui font partie du système. Et c'est ça qui est intéressant parce que je n'ai pas voulu juste analyser les situations des familles, mais j'ai voulu aussi voir l'autre côté, comment ça interagit. Et donc, voilà, s'est lancé dans cette aventure et on a fait vraiment beaucoup de rencontres, rencontré un tas de gens, de parents, de familles, de fonctionnaires, euh, des avocats, des journalistes. Donc, tous ces personnes qui sont en liaison, même des politiques, voilà, comme Monsieur Marc Falquet, donc qu'on peut le voir dans le film, dans une des séquences du film. Donc, à l'époque, lui, il était président de l'UDC ici à Genève. Donc, voilà. Donc, pas mal de personnalités. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est que même les gens qui travaillent dans le système, des juges comme le juge Zermatin que vous pouvez voir dans le film. C'est un des grands juges de ce système et lui-même il dit que ça dysfonctionne parce qu'il y a trop de dossiers, les assistants sociaux ils n'arrivent pas à suivre. Donc il y a même un livre noir du SPMI où on montre vraiment, où même les fonctionnaires de ce service disent qu'ils ne peuvent pas suivre. Alors, ils font un changement. Alors, bien, mais ça, on a découvert à fur et à mesure qu'on faisait le film. Moi, j'étais novice et c'est grâce à Sandrine Babel que j'ai pu avoir toutes ces connaissances de ces dossiers, voir tous les incongruences dans ces dossiers, que c'est presque des copier-coller partout au Tessin, en Suisse romande. Nous, on a focalisé beaucoup sur le Tessin et la Suisse romande. Mais c'est bestial de voir qu'est-ce qui se passe, la justice qui règne C'est dans ça, ce ça a dossier. été un travail de fourmi vraiment que tu as fait avec Sandrine Babel, d'aller voir les gens, de te rendre même aux auditions, de rencontrer des avocats, de rencontrer beaucoup de monde. Et le constat est assez consternant finalement. On arrive effectivement où on se rend compte, parce que ça démarre en fait avec Simonetta Sommaruga qu'on a vu tout à l'heure, où en fait c'était la cérémonie d'excuses pour tous les internements administratifs. Et toi, tu as posé la question, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et là, elle a esquivé la question, comme on a pu entendre. Et en fait, on se rend compte que les choses n'ont pas vraiment changé. On est toujours aujourd'hui dans des internements qui sont un peu arbitraires. Et on voit vraiment dans ton film que c'est une situation qui fait peur, finalement. Et certains parents disent, la Suisse tue des familles, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on est sur un constat très effrayant, finalement. Oui, oui, c'est incroyable. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'aurais jamais pensé que en Suisse, avant que je fais une espèce de travail de immersion totale, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans sur ce film, à aller interviewer des gens partout en Romandie, en Suisse romande, et c'était vraiment un travail d'immersion très profonde. Ce que je comprends pas, ou je peux comprendre aussi, mais je ne le comprends pas, par contre, c'est ce silence médiatique des médias mainstream hein, par rapport à ces faits. Je comprends qu'ils ne puissent pas avoir le temps nécessaire pour aller à fond dans un dossier si important, parce que voilà, peut-être ils n'ont pas le temps de s'immerger pendant 4 ans. Les journalistes mainstream, ils ont 1 mois ou 2 mois pour faire le film, 3 mois, je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu, vraiment, c'est des choses incroyables, incroyables un peu partout. Mais même au niveau de la justice. Vous verrez dans le film, j'ai interviewé un juge ici au tribunal, le juge du tribunal des mineurs. Hum, J'ai donné mon nom avant de l'interview. Il savait que j'avais interviewé Simonetta Sommaruga. Alors, peut-être on peut gonfler par son ego ce juge. Il s'est dit, si on a interviewé la Sommaruga, je vais accepter. Parce qu'il m'avait demandé, mais pour quelle chaîne? Je dis, écoutez, moi, je suis un réalisateur indépendant et je fais ce film. Je vais faire ce film et le vendre
à la RTS. Je le proposerai après. Mais pour le moment, je suis en train de le faire. Je ne suis pas sûr qu'il le prend. Et lui, il savait ça. Et ce juge, voilà, il a accepté l'interview. Et puis, quand j'ai commencé à lui poser des questions très généralistes, en général, comment ça fonctionne, et moi, j'avais en main quand même un dossier où je voyais que les choses étaient un peu louches. Ils avaient engagé un psychothérapeute pour un cas de présumpte abus sexuel. Vous voyez? Alors, j'ai posé la question à ce juge, mais vous verrez dans la séquence, peut-être, je ne sais pas, les gens qui verront ce film le verront. Et j'ai posé la question à ce juge. Je lui ai dit, mais c'est qui l'expert idéal pour un cas de pédophilie? Et lui, il m'avait répondu absolument psychiatre, un pédopsychiatre. Je dis un psychologue et un psychothérapeute, ce serait acceptable. Il m'a dit, ah non, 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 là, je dois intervenir. Alors, je l'ai laissé parler, je lui ai posé d'autres questions, il m'a raconté combien de cas il avait. Alors, j'ai fait deux, trois calculs, je dis, mais comment ils peuvent juger des cas qu'ils dédient à peu près en 10, 15 minutes si on fait le calcul sur une année des cas qu'ils ont. Alors, voilà, déjà ça me met des frissons, vous voyez. Tu vois, C'est-à-dire 10-15 minutes, explique-nous exactement ben quel non, était le parce que calcul. j'avais posé une question, mais non, je ne me rappelle plus les chiffres exacts. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand j'ai posé la question, combien de cas vous traitez pendant une année? Et lui m'avait répondu un chiffre que c'était assez grand, je ne sais pas, 8 000, 9 000, je ne me rappelle plus. Et puis, j'ai fait un calcul en levant un peu les week-ends, les vacances et comme ça, estime combien de temps il dédie à chaque dossier. Ça me résultait entre les 10 15 minutes. Je sais comment tu peux lire en 15 minutes tu vois, des expertises, et en plus répondre. C'est ça qui est fou, là. Vous voyez, c'est absurde. Moi, je rigole, mais non, mais il n'y a rien à rigoler. Il n'y a rien à rigoler. Et alors, ce juge, voilà, ce juge, quand il m'a donné ces réponses-là, et moi, j'avais le cas sur le papier, je savais que c'était fait d'expertise par un psychothérapeute, parce que cet enfant a été enlevé comme un chien, comme un animal à l'école, tiré par terre par les assistants sociaux et amené dans le foyer sans que la mère de l'enfant savait où c'était son enfant. C'est elle qui avait le téléphone, téléphoné, et on me prend, elle avait 11 ans. Donc, vous verrez, en tout cas, euh, quand je, quand je lui ai dit, mais écoutez, monsieur le juge, là, vous disiez que pour un cas de présumpte abus sexuel, vous devez engager un pédopsychiatre, un psychiatre, mais dans ce cas-là, il a été fait l'expertise par un psychothérapeute qui n'avait même pas une licence universitaire, parce qu'il a fait ses études comme toi et moi, on peut le faire, aller à Zurich et étudier la psychothérapie. Peut-être maintenant, ça a changé, mais à l'époque, non. À l'époque, c'était un simple psychothérapeute. Mais il Mhm. était déjà dans le système. Il était déjà dans le système, ce psychothérapeute. Donc, il était déjà connu, voilà, de créer des fausses expertises pour, voilà, organiser un rapt. C'est ça qu'ils font. Et c'est avec la, moi, j'ai fait dans ce film avec Sandrine, on est parti, on a aussi interviewé des anciens enfants placés. Mhm. Et à l'époque, voilà, on les prenait avec des prétextes familiaux parce que le maire n'allait pas d'accord avec une telle famille ou telle famille. Et alors, on les prenait, on se vengeait, on les mettait dans des prisons, dans les camps. J'ai fait une interview avec Clément Vieilly, et lui, c'est un grand qui a soutenu cette cause. Et c'est grâce à lui que j'ai pu entrer au Conseil fédéral et faire une interview à la Sommaruga. Mhm. Grâce à Clément Vieilly, qui a fait un grand travail d'investigation lui aussi, il a réussi à indemniser les victimes. Est-ce qu'on veut Mhm. ça aussi dans 50 ans qu'on doit dire encore à la Suisse il faut indemniser les victimes des années 2000? Ça, c'est la grande question. Ouais, parce que ça continue. Alors, c'est ça que j'ai demandé à la Sommaruga. Ça continue, ces histoires. Elle ne s'attendait pas à un truc comme ça. Ah, Non, mais mais on l'a entendu, elle a vraiment esquissé. Avec ce juge, comment ça s'est terminé alors, oui, ça c'est. Martin? Ah oui, je te raconte justement. Avec ce juste, c'est terminé que quand je lui dis, mais écoutez, moi j'ai un cas précis ici où vous n'êtes pas intervenu comme vous venez de le dire, vous n'êtes Mhm. pas intervenu. Alors lui, il a commencé à se fâcher dans l'interview. Il a commencé la mimique du visage incroyable, c'est visible dans la vidéo, dans la séquence. Et il a dit, moi, je suis
je peux pas parler des cas spécifiques. J'ai les secrets de fonction que je dois respecter. Et à la fin, il a avoué dans l'interview que peut-être il se serait trompé, on est des humains, peut-être ils se sont trompés. Mhm. Et après, mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de l'interview, et ça, vous ne le lirez nulle part, même pas dans le film, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, le juge? Il m'a dit, fermez la caméra et vous me promettez d'être gentil avec moi. Il m'a dit ça. Vous me promettez d'être gentil avec moi. Je dis, ouais, ça dépend. Si vous reprenez en main le dossier, vous le réévaluez, voilà, je serai gentil parce que vous aurez fait du bon boulot. Mhm. Parce que je dis, parce que vous savez, je savais que lui, il appartenait en- en religion ici. Euh, et alors, je dis, il y a une justice divine, hein. Donc, Mhm. j'ai touché un peu là où il est à fond dedans. Donc, dans sa croyance religieuse, il y a une justice divine. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, lui? Il m'a dit, oui, mais il y a aussi l'Eucharistie. Voilà, voilà, ça, sa réponse. Voilà. D'accord. Après, il y a un karma. Et voilà, c'est ça que je dis. Il y aura une Mhm. justice divine. Mais Et, malgré tout, ouais, tu as et publié ça dans le film, hein, oui, mais finalement. lui, 2 jours Mhm. après, voilà, vous voyez, le système des juges, il met toujours 2 mois pour répondre aux parents. Mais à moi, et 2 jours après, je reçu. On a recommandé en disant que je lui avais pas dit que j'étais un parent de l'enfant impliqué dans ce chose, que je lui avais caché ça. Il avait dit que si je divulguais les images, j'aurais des rétorsions professionnelles. Donc, tu vois, ça, je l'ai mis dans le film. Mhm. Donc, on voit sa lettre carrément. Mhm. Voilà, donc on comprend tout de suite. Voilà, il a avoué dans l'interview qu'il s'est trompé, mais sa vengeance, c'était la rétorsion. À la place de reprendre et faire les choses dans la justice. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Il y a trop d'implications avec tous les fonctionnaires qui doivent être, je ne sais pas, couverts. C'est ça. Alors, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés parce que peut-être on devrait payer les indemnisations aux parents. Ouais, pourquoi il le pas? Il sait qu'il s'est trompé. Il me interdit de publier la vidéo et si je le fais, je reçois des rétorsions. Et en effet, voilà, quoi, effectivement, depuis que j'ai réalisé ce film, euh, Donc ça, c'est le juge ou c'est la justice qui t'a écrit à ce propos-là? c'est le C'est le juge. juge à titre personnel. Le juge m'a écrit cette lettre et l'a Mhm. envoyée au Conseil de la magistrature du Tessin. C'était une D'accord. copie au Conseil de la magistrature au Tessin. Seulement que Mhm. moi, j'ai pu démontrer que, j'avais donné mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Il pouvait faire une enquête, il pouvait voir qui c'était. Ah, lui, il est en liaison avec la famille. Non, non, je Mhm. n'interviewe pas. OK? J'accepte pas cette interview, mais lui, il était, comme je te dis avant, gonflé par le fait que j'ai interviewé la Sommaruga et peut-être son joli visage aurait été affiché à la RTS, tu vois. Mhm. Voilà. D'accord, ouais. Tu vois, alors Mhm. il était tout content. Voilà, de toute façon, le gars, il vient me poser des questions et il répond toujours avec une grande gentillesse, avec une grande éthique. On respecte toutes les procédures. Mais quoi, on respecte les procédures? Il ne respecte pas. Et c'était prouvé dans beaucoup de cas. Et dans ce cas-là, avec ce juge, il n'a pas respecté rien du tout. Alors, est-ce que c'est quoi ça? C'est... Et c'est intéressant parce que cette lettre, finalement, c'est que tu as publiée dans le film, qui finalement fait partie du film et fait partie de ton enquête. Eh bien, cette lettre, c'est ça qui est invoqué par la RTS pour ne pas diffuser le film. Ils disent non, mais pour des raisons déontologiques, on ne peut pas publier des choses comme ça. Donc, en fait, il y a une certaine omerta qui se met en place. Il y a certaines choses où le journalisme classique, type RTS, ne veut pas rentrer dans ce genre de considération. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est une longue histoire. C'est-à-dire que nous, moi et Sandrine, quand on a fini de faire ce film, on a eu la première version du film, on l'a amené à la RTS. Bien sûr, Mhm, c'était 2018 par là. Et on l'a amené au producteur, je l'ai montré au même producteur que j'avais, avec lequel je collaborais pour le film du Printemps de Rennes. mhm, Alors, il était vraiment cool, lui. mhm, Il était cool. Et il a vu le film
Et il a dit, j'ai peur de rien. Je dis, ça va vous faire peur ce film, peut-être, ça va déranger, mais enfin, j'ai peur de rien. Et il a regardé, et à la fin du visionnement, il a dit, bon, ce serait bien de ajouter, d'ajouter des pères, des hommes. On a beaucoup de mères, mais il manque un peu de parents masculins, donc des pères. Alors, je suis allé faire des interviews pour compléter et on a repris un deuxième rendez-vous. Il y avait d'autres personnes présentes à ce deuxième rendez-vous. Et puis là, ils ont écrit ce rapport, ils ont refusé de diffuser le film et ils ont écrit parce que, voilà, ça ne suit pas la déontologie. Mais quelle déontologie? Alors, moi, je dis, je ne sais pas si les journalistes connaissent la charte de Munich de 1971, mais le devoir d'un journaliste, c'est vraiment de commencer à dire la vérité, raconter la vérité, servir le peuple. C'est ça qu'il devrait faire un journaliste. Et, tcha, et, et qu'on me dit que j'ai pas dit au juge, j'ai j'ai interviewé un juge en me montrant que je voulais avoir des généralités. Mais c'est normal. Je ne peux pas aller dire, monsieur le juge, est-ce que je peux vous faire une interview sur un cas spécifique? Il va tout de suite fermer la porte. Il va tout de suite fermer la porte. Il va dire, non, non, on est tenu du secret professionnel, du secret de la fonction. Et c'est normal, si je veux avoir des vérités, je dois aller un peu à l'italienne, chose que peut-être en Suisse, ici, ça ne se fait pas, mais toi, tu le fais, mais il y en a, je me demande, vu l'omerta et le grand silence, parce que ce film a été envoyé à beaucoup de télévisions, il n'y a personne qui a voulu entrer en matière. Oui, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas peut-être, mais on l'a financé nous-mêmes, moi et Sandrine, avec nos propres moyens. Il n'y a personne qui nous a aidés financièrement là-dedans. OK? Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça raconte une vérité. C'est touchant, il y a des C'est un témoignages très travail d'enquête, forts. Oui, travail de oui. fourmi. Donc, c'est pas au-delà des images, c'est aussi quand même toutes les personnes que tu as rencontrées et puis tous les liens qui se font entre les différents cantons, entre les différentes familles, les différents process où on voit quand même qu'il y a un vrai problème en Suisse. Donc, c'est quand même d'intérêt public, ce film. Moi, je pense que ça fait peur, un film comme ça, parce que ça montre un peu le dysfonctionnement de tout un système. Parce que moi, même moi, personne n'est contre que ça existe un service de protection des mineurs. Il faut des services de protection des mineurs. Mhm, Mais ce que j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment, c'est une minorité des cas où les enfants ont vraiment besoin qu'on va les sauver, les retirer de là. Au contraire, j'ai même su des cas où les enfants sont dans les mains de parents drogués. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas là. J'ai entendu des cas comme ça. Et mhm, on les laisse. Alors, mhm. bon, je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Mais c'est vraiment tout ton système qui doit être revu. Il faut parler, il faut dire les choses, il faut avoir le courage de montrer, changer, enlever les pommes pourries de ce système. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui font leur intérêt et se protègent l'un avec l'autre. On a des histoires absurdes de curateurs qui volent des vieux, qui prennent tout leur capital. Mais c'est quoi? Le service de protection des mineurs, c'est pas que les mineurs, c'est aussi les vieux, Mhm. les adultes, donc Oui. les personnes retraitées ou même des personnes qui sont un peu malades. On intervient là-dedans. Où est-ce qu'on intervient? Où il y a après, c'est l'école, comme je disais dans le film, c'est les médecins qui dénoncent. Après, il y a des cas vraiment où il faut dénoncer, mais la plus grande partie, ce que j'ai un peu remarqué, c'est que c'est abusif. Oui, on C'est voit tout le aussi dans le temps. film, il y a des fratries qui sont séparées, il y a un enfant dans la fratrie qui est pris, mais pas l'autre, et l'autre est laissé aux parents. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont absurdes et que tu montres dans ce film. Euh, et c'est vrai que c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un film qui contient quand même des images chocs. Il faut peut-être prévenir les gens, hein, parce qu'on on voit un enfant se faire enlever par des policiers. Il y a souvent voilà, des choses comme ça. Donc, c'est des deux, trois Ça- images chocs quand même. Il Oui, faut mais prévenir les gens avant qu'ils regardent ça, parce que c'est un film qui va au fond des choses et tu n'as pas fait les choses à moitié vraiment dans ce documentaire.
Et après, comment s'est passée ta carrière finalement? Est-ce que tu as pu travailler encore suite à ce film? Ce film n'a pas été pris par les télévisions. Et puis, est-ce que tu as pu travailler encore avec les télévisions? Comment ça s'est passé? Oui, alors, on a fini ce film vers 2018, le montage et tout. On a commencé à le distribuer partout, le faire voir à tout, à prendre contact avec tous les télés, un peu, soit suisse qu'international. On n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour. Alors, on a Mhm. décidé de le mettre online sur Facebook, Tu as même été sur YouTube. proposé au Festival international Ah oui, des des droits droits de de l'homme, l'homme. bien sûr, oui, oui. Mhm. C'était là aussi, hein, tout de suite après, donc, qu'on l'a fait, il y avait en 2019 le Festival des droits de l'homme à Genève, et je l'ai Mhm. présenté là-bas. Ils étaient très diplomatiques, en disant non, on a un grand choix de. Alors Mhm. voilà, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour votre carrière, pour les prochains événements, on peut collaborer. Alors je dis, ah, les droits des autres, il faut les exposer, mais les droits en Suisse, humains en Suisse, ils sont bafoués, et là, c'est la censure. Tiens, alors, plus on avançait dans cette quête, et avant de te dire les précautions que j'ai eues un peu professionnellement, mais bon, vous pouvez les imaginer, c'est pas très difficile. J'ai eu quand même la chance de faire un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. J'ai fait un road trip, une série de documentaires, Roads for Journeys, que j'ai donné à Teleticino, c'est une petite émission ici, une petite télévision ici. Mhm. Mais eux, ils ne savaient pas encore peut-être de ce film, oui, tu sais, ils ne savaient pas. Alors, ils sont quand même entrés en matière. J'ai pu réaliser cette série pendant 6 mois. Mais après, à la place de continuer la série comme on aurait voulu, ils ont acheté 8 épisodes. Mais ils étaient un peu réticents quand mon nom est sorti sur les journaux locaux au Tessin, comme il Corriere del Ticino, qui présentait cette série. Et quand ils ont vu sûrement les politiques ou les gens, hein, impliqués dans ce système que j'ai un peu, voilà, attaqué avec mes interviews, parce que voilà. Alors, Mhm. apparemment, ils ont dit, bon, stop, on a fini. Et puis, je suis retourné d'Amérique du Sud. Normalement, ils peuvent faire une interview, comment s'était passé le voyage. Non, plus rien. Voilà, c'est fini. Oh. Alors, D'accord, d'accord. Mhm. oui, puis j'ai quand même écrit encore des petits scénarios pour des émissions à la RTS. Je voulais faire un film génial sur la découverte de Eldorado. Mais tout ça, ça a été refusé. Alors, je ne veux pas être complotiste et dire que c'est à cause de ce film, mais je pense que quand même ça a une influence parce qu'aujourd'hui, je dois vivre avec des petits mandats, des petites publicités si je veux faire le travail que je fais. Mais pour des médias mainstream surtout, c'est difficile d'entrer en matière. C'est un peu. J'avais contacté aussi même le gars du TG, le producteur du TG de la RSI, et pas touche. Et c'est trop dangereux, c'est problématique. Et je comprends parce que ça perturbe. Moi, quand je parle maintenant, si je revive tout ça, peut-être je bouge beaucoup là, mais c'est des émotions très fortes que j'ai vécues parce que ça détruit tout, tout un peu aussi mon côté, ma famille, toute cette histoire. C'est des choses, les injustices. Quand on reçoit des injustices, on ne guérit jamais avant que ce soit justice soit faite. Alors, et même si on a fait ce film, que je l'ai fait pour la personne de cette famille, cet enfant qui a été pris, parce qu'un jour elle puisse voir la vérité. Et Mhm. pas la vérité qu'on leur a raconté dans les foyers en leur faisant un beau lavage de cerveau comme tout dans beaucoup de foyers ça se fait parce qu'ils font des lavages, ils donnent même des médicaments aux enfants pour oublier. J'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois. Des médicaments, des antipsychotiques. Des enfants qui sont maltraités dans ces foyers, qui s'essayent même de se suicider parce qu'ils veulent rentrer à la maison et on ne les écoute pas. Pourquoi on ne les écoute pas? Mais la justice dit que les enfants doivent être écoutés, mais on ne les écoute pas. Parce que, voilà, Et c'est ça que tu démontres dans le film. apparemment, les chambres du foyer et les loyers du foyer sont plus importants que le vrai bien-être des enfants. Parce que combien, il faut se poser la question, et personne ne se la pose, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte les médicaments, les expertises? Combien ça coûte les foyers par mois? Entre 800, 700, 1000 francs par chaque enfant. Faisons un calcul. Combien ça coûte?
Moi, j'aimerais que, comme vous disiez avec Corinne et Neil, il y a des statistiques sur les vaches, sur les brebis et tout ça, mais on ne sait pas combien d'enfants il y a placés. Incroyable tout ça. Tu vois. Moi, je rigole. Peut-être C'est j'aurai d'autres répercussions sur moi après cette interview, mais je m'en fous. Il faut être courageux aujourd'hui, il faut balancer et dire la vérité. On est dans la justice, il ne faut pas avoir peur, les gars. Tous les gens, vous savez qui doivent avoir peur, c'est tous ces gens qui savent qu'ils sont en train de faire des choses mal, qui le savent, c'est eux qui doivent avoir peur, pas nous qu'on est dans la vérité, parce que ça, c'est des choses comprouvées, comprouvées. Quand on balance des enfants qui à Bellinzona, tu sais où c'est Bellinzona, la capitale Mhm. du Tessin, des enfants qu'on place au Piémont, en Piémont, les deux enfants qu'on voit au début du film, qui s'échappent là la nuit, ils étaient échappés du Piémont pour arriver, retourner, retrouver sa mère. Et il dit que c'était une espèce de prison où les bombardaient de médicaments. Oui, on a aussi un article qui est paru ce dimanche, justement, sur les enfants drogués, l'inquiétante déroute des foyers pour mineurs sur le canton de Vaud, où on voit qu'il y a beaucoup de médication qui est donnée à ces enfants, souvent sans soutien médical. C'est un article qui est en libre accès sur l'impertinent média, qu'on peut consulter. Et toi aussi, de ton côté, le combat continue et tu es toujours embêté par la justice. Tu m'as transmis également une mesure super provisionnelle à ton encontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il se passe? Et voilà, tu es toujours au front. Tu n'hésites pas à dire la vérité, à exposer les faits. Et tu es toujours embêté pour ça aujourd'hui. Oui, j'étais c'est une longue histoire, ça aussi, parce qu'il faudrait commencer du début. Si tu veux, je te raconte. Une fois que j'ai fini la version française et qui n'est pas sortie, on a moi et Sandrine, qui remonte, on a terminé cette version, on l'a présentée à pas mal de médias qui n'ont pas donné du retour. Et un jour, il y a une Américaine, une Suisse américaine qui contacte Sandrine Babel et elle m'appelle et me dit, voilà, il y a un gars qui a vu le film et qui aimerait faire une version américaine en anglais. Alors je dis, ouais, pourquoi pas. Et je me suis mis en contact avec ce monsieur, ce gars, que c'est notamment Neil David Soutz. Et lui, il est venu au Tessin. Et on s'est rencontrés au Tessin dans un bar, à Locarno. Et il m'a raconté son histoire. Et tu sais, le truc, c'est que au début, quand quelqu'un écoute ces histoires, il pense que c'est de la science-fiction. Science-fiction, c'est de la science-fiction que toutes ces histoires, c'est de la science-fiction, que ça ne peut pas exister des choses comme ça. Mais vu que j'avais un peu l'entraînement avec toutes les histoires que j'ai entendues, quand j'ai rencontré Neil, j'ai tout de suite cru à son histoire parce que je sais que ça existe. Je savais. Et grâce à tout le parcours que j'ai fait avant. Alors, on a collaboré pendant, il est venu au Tessin et il est venu à héberger chez moi. On est devenu vraiment très proches, très potes, très amis. Et on a collaboré sur cette version et au fur et à mesure des années qu'on s'est connus, je ne vais pas raconter son histoire parce que lui, il a raconté mieux que tout autre dans les interviews qu'il a fait avec vous, avec toi. Donc, mais voilà, moi, j'ai connu tout le dossier, tous les pas à partir de 2000, c'était quoi, 19 jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé les années avant, il me les a racontés. Mais l'actualité des faits, jour par jour, on se téléphonait deux, trois fois par jour, il me racontait. Ça, parce qu'on pouvait se comprendre. Et C'est ça, puis, Neil David Souts, donc il est venu plusieurs fois expliquer sa mésaventure avec ses enfants ici sur cette chaîne, mais aussi à d'autres endroits. Et c'est vrai que quand on entend une histoire, on se dit, ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu, il doit y avoir quelque chose, la justice ne peut pas se tromper, ça n'est pas possible, les faits sont exagérés. Mais effectivement, quand on fait le travail de fourmi que tu as fait, on se rend compte que il y a un caractère systémique à tout ça. Et aussi, dans le cadre de l'Assemblée citoyenne qui a été organisée à Genève, il y a aussi, on a vu beaucoup de parents qui se trouvent toujours dans les mêmes situations, avec les mêmes système. J'ai dénoncé aussi un peu dans une vidéo les différentes manières d'opérer de ces services de protection des mineurs.
Et c'est assez effrayant finalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Neil Suits? Voilà, comme je disais, moi j'ai suivi étape par étape. J'ai même participé, je trouve abominable ce qui est arrivé à lui et à ses enfants, à Corey Skyler. Moi, tous ces documents qu'il a postés récemment, qu'il a eu le courage, parce que c'est un héros, il faut le dire, parce que c'est un des seuls parents qui s'est dit, bon, je sacrifie les droits de visite, des droits de visite quand même qu'il fallait qu'il paye vraiment cher, parce que je ne sais pas si c'était 200 francs par enfant pour les 2 heures. Donc, vous voyez, on prend les enfants et puis c'est comme un zoo, on les met dans une cage et puis pour les voir, il faut payer. Sincèrement, c'est ça. C'est ça. On l'a vécu aussi, notre famille. 50 francs pour 1 heure. Ouais, mon Dieu, c'est incroyable. Donc, il faut payer pour voir ses propres enfants. Donc, et en plus, en écoutant, en voyant les preuves qu'il a balancées, et moi, je connaissais déjà, mais voyant les photos qu'il m'a montrées, mais c'est trash ça. Et personne n'enquête, personne ne fait rien, personne ne dit rien. On peut maltraiter des enfants en Ukraine, on peut maltraiter des enfants en Palestine, et c'est normal qu'on en parle, et c'est juste qu'on en parle. Mais pourquoi pas en Suisse de ce qui se passe aujourd'hui ici en Suisse? C'est tabou là, les festivals des droits des hommes ne veulent pas en parler, les télévisions ne veulent pas en parler. Alors, il faut quelqu'un qui parle, des gens qui peut-être risqueront, comme je disais tout à l'heure, des rétorsions. Et je suis désolé aussi, quand je fais ce film, c'est clair que j'ai mis en danger aussi euh, les parents qui ont participé, et je les trouve très courageux, je les remercie de tout mon cœur parce qu'ils se sont mis en avant pour faire un témoignage comme ça. Et peut-être j'ai détruit leur vie avec ce film. Et j'espère pas, j'ai détruit, pas moi, mais parce qu'on a exposé ses parents et sûrement ils ont... Et je connais un de ses parents, il a toujours des rétorsions du film qu'on voit dans une famille Lovati qu'il avait pas mal d'enfants et une enfant qui était placée, mais lui, il a eu quand même le courage d'aller la prendre, l'enfant, il le raconte dans le film. Avec un pote, ils sont allés au foyer, ils l'ont pris. Et puis, les flics, ils ont appelé, ils ont dit, ouais, si tu viens, si vous venez la chercher, les enfants, on se lie avec une chaîne et vous nous privez avec. Alors, ils les ont laissés tranquilles. Mais est-ce qu'on doit arriver à ça? Ou est-ce qu'un enfant de 14 ans doit se taper 150, 200 kilomètres à pied ou avec un train, euh, avec la peur de se faire choper par les éducateurs du système, la police, la douane? Parce qu'il veut rentrer chez sa mère. Mais ces enfants, ils souffrent énormément et les gens ne se rendent même pas compte, mais ils sont tellement sans scrupules. L'important, c'est remplir ses foyers, faire leur business. Combien ça coûte un curateur par heure? 60 francs, hein, ou un assistant social? Il faut les dire, ces chiffres. Donc, oui, retournons sur Nil. Sinon, je me divulgue parce que quand on touche ces arguments, là, ça me vient ouf. Oui, je connaissais tout. J'étais même présent à un réseau qu'il a fait avec les éducateurs et la direction de Pierre Grise, le fameux éducateur dont il parle. Donc, j'étais présent et j'ai même écrit un témoignage de ce que j'ai entendu, mais ils se rappellent même pas, ces gens, ce qu'ils racontent ou ce qu'ils ont fait. Nous, on le sait parce qu'on est dans la vérité. On se rappelle même chaque papier. Je dis pas chaque papier de tous les tout le plic de documents qu'un parent peut avoir pendant toutes ces années, parce qu'il faut qu'ils attendent 18 ans quand l'enfant a 18 ans pour sortir. Beaucoup, ils y arrivent. Ils sont chanceux, je ne sais pas, peut-être. Non, je ne sais pas. Très peu de cas, en tout cas. Même les avocats ils disent que c'est un mur de caoutchouc. Le président des juges des tribunaux suisses de l'époque, qui a pris en main le cas de ma famille dans l'interview, il parle de dire, moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est un mur de caoutchouc. Alors, quand un président des anciens juges au tribunal fédéral dit une chose comme ça, je pense que il y a quelque chose qui joue. Pourquoi ce système est si protégé? Alors, par rapport à Neil, Oui, on voit ses preuves affichées. Je disais qu'il était héroïque d'avoir fait ça, parce qu'il est parti à l'étranger
pour pouvoir parler. Parce qu'en Suisse, on ne peut pas parler. Dès qu'on parle, c'est la rétorsion, rétorsion, rétorsion. Voilà. Même les enfants reçoivent des rétorsions au foyer, les parents reçoivent des rétorsions, et les journalistes reçoivent des rétorsions. Donc, tout le monde reçoit des rétorsions si on parle mal de ce système. On doit l'accepter, apparemment. Apparemment. Mais non, on ne l'accepte plus. On ne l'accepte plus. Maintenant, c'est le temps de bouger. Et pour ce qui concerne il, voilà, j'étais présent à ces réunions avec cet éducateur. Mais je me dis, mais comment il peut mentir? Il diffame, il monte. Et même pendant ce réseau, je l'ai écrit. Si tu veux mettre ce document en ligne de ce témoignage, c'est intéressant de voir. euh, tous les arguments qui ont été traités, comment il tremblait, il braillait, je sais pas, il n'arrivait même pas à parler tellement. Et il a même avoué de s'être trompé, il s'est excusé sur des choses. Donc, il sait qu'il fait des choses mauvaises et pas légales et illégales. Mais tout va bien, même Autisme Genève. C'est où Autisme Genève? On traite un enfant autiste dans ce foyer. Autisme Genève connaît la vérité connaît, il a même écrit au département de justice, DIP, de cette... Mais pour le DIP, tout va bien. Alors, alors qu'est-ce qu'on veut? On attend la tragédie peut-être de ces enfants dans ce foyer parce que Cory, moi je lis dans des documents, il a pas mal fois dit qu'il voulait se suicider. Vous trouvez ça normal? Le fils de Neil, mais tout va bien là-dedans. On lui fait la peinture sur les ongles, tout va bien. Euh, il y a des hématomes sur le dos, tout va bien. La question qu'il faut se poser, pourquoi les médias ne disent rien? Pourquoi les politiques ne disent rien devant à des faits comme ça? Pourquoi il y a cette omerta autour d'un éducateur, un petit éducateur, parce que c'est un éducateur, mais apparemment il n'est pas aussi petit que ça. Parce que si on regarde de quel parti il fait, il est parti des Verts, OK? Et si on regarde aussi le juge du TPAE, euh, que si j'ai trouvé un document que un organigramme de Forge, ce même juge qui fait partie du même parti, de cet éducateur, ce même juge, il est aussi membre du conseil de fondation avec voix consultative de la Forge. Donc, ça veut dire qu'ils communiquent entre eux. Alors, il n'y aurait pas un peu de conflit d'intérêts dans cette histoire? Comment ça se fait qu'on juge son éducateur, même parti, un juge qui devrait juger équitablement, mais qui il fait partie du membre du conseil de fondation avec voix consultative. Consultative. Qu'est-ce que ça veut dire consultative? Qu'on se consulte. Et comment ça se fait que cet éducateur en question a fait aussi des déclarations sur les procès-verbaux ou sur les lettres qu'il écrivait, un homme toujours de forge, lui c'est toujours un homme de forge, tu vois, et il prend des décisions super provisionnelles sans que le juge soit informé, sans qu'il n'y a même pas un tampon de juge. Alors, moi là, je me pose quelques questions, tout le système politique, tout le et puis ce même éducateur très proche de monsieur monsieur, on peut le dire, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est un personnage public, il faut le dire. Et c'est pour ça que j'ai reçu cette plante, parce que j'ai osé écrire sur sa page une espèce d'avis d'alerte, comme quoi cet éducateur qui travaille dans ce foyer, qui fait partie de son propre parti, il est en train de maltraiter avec des preuves évidentes postées online par un père courageux qui a dû sacrifier ses droits de visite et partir à l'étranger pour parler enfant, parce que sinon, il se faisait tout le temps, même avec moi, on marchait, après qu'il a fait une visite avec l'avocat curateur de ses enfants, on marchait juste à côté de sa maison, et il y a une police de flics municipaux, ils nous ont arrêtés le jour, par hasard, le jour même que lui, il avait vu l'avocat curateur de ses enfants. Donc, voilà, il se fait persécuter par la police, une fois sur le Monteceneri, cioè, je ne veux pas Donc, parler pour de être tout. très clair, ces mesures super provisionnelles, ça t'interdit de publier en fait certaines choses sur les réseaux sociaux. C'est intéressant parce que finalement, ton film,
il commence par la version un peu officielle, et puis ensuite il dit, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on a pu trouver des personnes, qu'on a pu lire des histoires, et finalement où il y a un peu un espace d'expression qui aujourd'hui t'est un petit peu interdit. Qu'est-ce que c'est exactement cette mesure super provisionnelle que tu as reçue il y a quelques jours par rapport à ça? Moi, c'est-à-dire que ce qui est assez incroyable, c'est que dans aucun cas, c'est le tribunal de première instance, c'est un document officiel du tribunal de première instance au nom de Forge et l'éducateur en question. Alors, est-ce que l'éducateur en question utilise Forge pour se faire payer l'avocat? Ou est-ce que c'est toute Forge qui doit protéger son employé? En tout cas, c'est étrange. En tout cas, au nom de Forge et de cet éducateur, euh, on me disait de effacer les posts que j'ai, les posts d'alerte que j'ai envoyés aussi sur sur le profil de Monsieur Nicolas Valder, Parti des Verts. Donc, et je lui dis à lui, à Monsieur Valder, je lui écris carrément, hein, mais faites attention parce que ce genre de personnage peut nuire à votre parti, à la réputation de votre parti et même à la réputation de la communauté LGBTQ à laquelle il appartient, cet éducateur. Je ne veux pas faire des noms parce que de toute façon, on t'était fait ces noms. Il faut aller juste aller sur les social et dire et regarder qui c'est cet éducateur. Maintenant, quoi, il m'attaque euh, parce que j'ai osé dire la vérité en utilisant des preuves que j'ai trouvées sur le net, qui sont publiées sur le net, des preuves où on voit même un enfant qui dit que cet éducateur, il le maltraite. Alors, on ne devrait pas écouter les enfants, peut-être, hein? Non, un enfant parle, oui, ils vont dire quoi? Que c'est le père qui lui a dit de dire, de faire cette vidéo. Eh non, c'est pas ça. Lui, il a pris son téléphone et il a fait cette vidéo. Et le père, il ne savait même pas parce qu'il était en train de conduire. Alors, ça, il faut arrêter avec cette petite rhétorique comme vous faites tout le temps, les gens. OK? Et je parle aux gens du système, hein. Et non, non, cet éducateur semblerait qu'il a tout pouvoir décisionnel sur plus que le SPMI, plus que... Et ça, c'est à travers les documents qu'on peut lire en ligne, hein. Ce n'est pas mes inventions ou des choses que je... Voilà, non. Et le devoir d'un journaliste, si on regarde, si les gens, je l'ai cité avant la charte de Munich, de Munich, qui est une charte de 1971, c'est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour les journalistes même. OK? C'est défendre la liberté de l'information et, et- et publier des informations dont l'origine est connue. Donc, l'origine était connue, online, il est là, visible. Et puis, voilà, il, il- il faut que les journalistes se bougent maintenant parce que c'est deux enfants qui sont là et pas que les deux, tous les enfants dans ces foyers qui crient à l'aide, qui désirent retourner chez leurs parents et qu'ils ne peuvent pas et qu'on dénigre, on diffame les parents dans ces foyers. Et c'est ce que cet éducateur fait. Et c'est prouvé sur les documents que le courageux et grandiose Neil David Soots a montré à tout le monde avec courage. Je sais que des fois c'est difficile, on est pris dans les émotions, on peut se perdre dans mille discours et puis on veut raconter beaucoup de choses et puis on nous semble comme personnage quand il parle, il semble un peu chaotique, comme moi maintenant peut-être aussi en ce moment, parce que je suis tellement dans les émotions quand je raconte des choses que j'ai vécues personnellement, que c'est normal qu'on on veut raconter beaucoup de choses et en si peu de temps, c'est difficile. Mais il faut pas le juger pour ça. Il faut se dire que cet homme est sorti de la Suisse pour balancer et pour aider tous les autres parents et tous les autres personnes à raconter, à dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on a un juge du tribunal de le TPAE, du tribunal de protection des mineurs, qui
est aussi membre du conseil, du conseil de fondation avec voix consultative chez Forge. Donc, est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas un petit conflit d'intérêts? Surtout si les deux personnages, éducateurs et juges, sont du même parti. Et M. Valder, auquel je dis, faites attention, il y a un pont pourri dans votre parti. C'est pour votre image, je dis ça. Mais ne répond même pas, personne ne bouge. Pourquoi ils n'informent pas la RTS? La RTS, c'est assez dans les Verts, dans le socialisme. Voilà. S'ils ont à cœur les droits de l'homme, comme ils disent vraiment de faire, pourquoi vous inquiétez pas les journalistes? Vous n'avez pas les couilles. C'est ça que je vous demande. Et je vous le demande fâché. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Pourquoi? Parce que vous devez protéger votre petite place de travail. Hein? Et vous vous en foutez de ce que tout le mal qu'ils font, les enfants pressés, les anciennes, on les a donné 25 000 balles pour tout le mal qu'ils ont reçu. 25 000 balles pour tous les abus sexuels qu'ils ont reçus, les maltraitances qu'ils ont reçues. Mais ça n'a pas changé. Pourquoi j'ai appelé mon film Trees of Shame? Trees of Shame, les arbres de la honte. Parce que il y a quelques années, à Coire, ils ont planté un arbre en commémoration de ces hontes que la Suisse a fait des anciens enfants placés. Alors, moi, la question que je me suis posée à la fin du film, combien d'arbres doit-on encore planter? Si les choses continuent et la mesdames Sommaruga, elle se défile de l'interview parce que gênée, elle est gênée, oui, elle est gênée, bien sûr. Faites-moi l'irritation, plus que ça, j'ai plus rien à perdre, moi non plus. Mais on doit tous combattre. Il ne faut plus avoir peur. Et ça, je le dis à tous les parents, parce que c'est avec l'union qu'on peut améliorer ce système et dénoncer les ponts pourris de ce système, parce que c'est eux qui détruisent le système. Et tous ces amitiés de partis politiques, il faut arrêter ça. On parle d'enfants maltraités. Autisme Genève, quoi? Ils ont reçu l'appel de cet éducateur pour arrêter de diffuser des déclarations qui... Et je parle à vous, Autisme Genève. Vous avez peur de quoi? Hein? De rétorsion, de ne prendre plus des fonds? Je ne sais pas. C'est ça la question que je me pose. Parce que quand il y a un cas qui est dénoncé chez vous et vous ne parlez pas, en s'agissant d'un enfant autiste que vous devriez protéger en plus et vous ne parlez pas, alors là, je me dis que cet éducateur a effectivement pas mal de pouvoir à Genève. Alors, c'est ça la Genève qu'on veut, la Genève dont un éducateur décide pour les juges, pour les services sociaux, pour les associations. Et en plus, il se fait payer apparemment aussi l'avocat par l'institution elle-même, oui. Et à cet éducateur, je dis un truc, vous n'êtes pas un personnage privé, vous êtes un personnage public. Vous sachez que vous faites partie d'un parti très actif et dans la communauté LGBTQ très active. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup à rigoler sur cette question parce que cet éducateur qui m'écoute là seulement en ce moment, il est au centre de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Pourquoi on le protège? Pourquoi ce silence? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Parce que si on doit sacrifier des enfants, et pas que les fils de Neil, aussi tous les autres qui sont dans ce foyer encore actuellement. Oui, les parents, j'espère que les parents de ce foyer, qui ont des enfants placés dans ce foyer, vont aussi avoir le courage de parler. Parce que c'est pas comme parents il faut tous les parents. Et si on est tous ensemble, on a pas mal de témoignages contre le même personnage, voilà. C'est comme ça qu'on peut enlever cette pomme pourrie pour le vrai bien-être des enfants. Et pas qu'on trouve des hématomes et il va dire, oui, c'est parce qu'ils sont tombés de les escaliers ou se sont cognés à des meubles. Quoi? Imagine, Olivier, si c'était un parent à dire ça devant les services de protection des mineurs. Oui, mon fils, il a eu des hématomes parce qu'il est tombé de l'escalier où il s'est cogné avec des meubles. Mon cul, ils vont le prendre tout de suite. Ils vont le prendre tout de suite avec la fameuse voiture noire. Parce qu'il y a toujours la voiture noire dedans. Tous les enfants parlent de ça. Donc, non, non, il faut qu'on prenne conscience de la gravité vraiment et du fait que dans cette histoire, oui, cet éducateur, il m'attaque. Je n'ai rien à foutre. Je n'enlèverai pas mes postes. Je lui dis ça. J'enlèverai pas mes postes. Je vais jusqu'au bout. Mais je ne viendrai pas dans votre canton à me faire juger par des juges que je sais déjà que peut-être je ne peux même pas monter des preuves.
Alors, le juge en question qui me fait cette plainte, j'ai une question pour lui. Pourquoi il ne va pas faire une enquête sur cet éducateur? C'est trop facile d'écouter ce monsieur. Mais allez faire une enquête, monsieur le juge, dans ce foyer. Et tous les juges, ou peut-être vous, vous devez faire attention à quoi pour ne pas faire une enquête. Et les médias, vous devez faire attention à quoi pour faire cette enquête. Vous devez défendre ce personnage. Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce personnage? Ce petit éducateur, qu'est-ce qu'il vous apporte? Aussi des pouvoirs. Ouais, je, C'est- je m'en Alors, fous. pour l'instant, c'est des mesures super provisionnelles, hein. Oui, Je mais, pense qu'il n'y a pas eu encore vraiment oui, oui, de mais, procès là-dessus. oui, Et mais excuse-moi, Olivier, si je t'interromps. La chose incroyable, c'est qu'ils n'ont pas cité non, une fois euh, des, de la, comment dire, quand on parle mal de quelqu'un, là, de la, aide-moi, calomnie. non, il y a la calomnie, oui, déjà ça, c'était pas cité dans ce rapport, et l'autre, Mhm. la diffamation. Ils n'ont pas utilisé ces noms. Pourquoi? Parce que la vérité est affichée sur le net. La vraie vérité est affichée sur le net. Ils ne peuvent pas utiliser ça parce qu'ils savent que c'est vrai, parce que c'est prouvé. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Autisme Genève, les juges, tout le monde, qu'est-ce que vous attendez? Les journalistes, de faire une enquête et commencer à enlever les pommes pourries pour améliorer, si vous voulez vraiment, comme vous le dites, politiquement à tous les journaux, pour avoir la belle face, améliorer ce système. Vous voulez améliorer, enlever les pommes pourries. Et ça, c'est des pommes pourries. Même parti, conflit d'intérêts peut-être. Oui, oui. Et je ne viendrai pas dans votre canton, je vous le répète, parce que votre justice ne me convient pas, si c'est ça. Voilà. C'est un appel à la justice, c'est un appel aux journalistes aussi, mais c'est aussi un appel aux familles finalement maintenant à se réveiller ensemble. Parce que dans ton film, eh bien, il démarre en 2012. L'interview avec Madame Somaruga, c'est 2013, sauf erreur. Donc on voit. Non, non, c'est pas 2013. Moi, j'ai commencé ce film en 2015. D'accord, alors Donc, c'est donc c'était en 2017 ou 2016, 2016, par là. Cette histoire a commencé le film en 2015. On a décidé de d'accord, oui. commencer Mais c'est vrai avec que le Sandrine. livre noir, par exemple, sur le livre noir qui est cité dans le film, c'est 2012, sauf erreur, hein, Oui, novembre. oui, Voilà. ça, je l'aurais pris. Je sais que ça existait. Ils savent que ce système dysfonctionne. Ils le savent. Mais ils font rien pour améliorer les choses. Les reportages qui fait la TSR, oui, c'est très gentil, mais ils n'ont pas le temps d'enquêter profondément. Voilà. Et si on m'accuse de faire des interviews qui gênent, c'est ça qu'on m'accuse, parce que que je dois faire les interviews en parlant des choses générales. Oui, mais parce que c'est normal. Ils vont jamais parler de cas spécifiques, ces gens. Et ils devraient, parce que la charte de Munich, il dit qu'un journaliste devrait même avoir accès à ces papiers-là. Tu fais Alors, qu'est-ce qu'on référence cache? Le grand business qu'il y a en Suisse? C'est un grand business, je dis. Tu fais référence au journalisme à l'italienne, comme tu aimes dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça manque en Suisse, ce journalisme vraiment un petit peu plus agressif, qui va vraiment Agressif, poser oui. les questions? Oui, d'aller là où ça fait mal. C'est-à-dire que eux, les Italiens, ils prennent leur caméra, ils se plantent devant les personnes sans même pas avoir un rendez-vous. Moi, j'ai eu la courtoisie d'écrire à tout le monde, aux services sociaux pour avoir la contrepartie, mais tout le temps, ils refusaient. Alors, ils m'envoyaient des lettres pour le secret professionnel, on peut pas accepter une interview. Mais même la RTS a programmé un débat, la RSI, pardon, ici au Tessin, euh, ils ont, ils ont voulu créer un débat sur cette problématique-là. Ils ont invité les ARP. ARP, c'est les autorités régionales de protection. C'est comme le Mhm. SPMI à Genève. Ils ont invité des représentants des ARP. Il n'y a personne qui s'est présenté. Alors, euh, oui, parce qu'ils peuvent rien dire, mais ils peuvent même pas dire. Alors, si vous pouvez rien dire, laissez les gens parler à votre place. Et si moi, je vous appelle pour avoir une interview, pour parler de ces cas, et vous me dites non, alors ça ne m'empêche pas de parler de ce cas. Je vous ai donné la parole, vous ne l'avez pas pris, c'est tant pis pour vous, hein. Après, ne venez pas à me casser les couilles avec des discours de diffamation. Non. Et jusqu'à maintenant, je peux te dire, Olivier, que pour ce film, j'ai pas eu une seule plainte. Oui, j'étais
appelé chez le procureur général parce que dans le cas familial qu'on a vécu, j'ai dit que la policière qui a, qui a fait l'interview pour connaître un peu la vérité de la pédocriminelle, hein, pour Mhm. faire l'interview, elle a même pas appelé l'avocat de la petite, aurait dû être présent, et un psychologue. Donc, voilà, la petite est là, je la détruis. Et moi, j'ai vu cette interview parce que j'ai eu le DVD de cette interview à travers l'avocat, il me l'a donné. Et j'ai vu comment la policière essayait de mettre dans la bouche de l'enfant que c'était la mère qui lui avait dit de parler de ces abus sexuels qu'elle a reçus. Mais la mère ne le savait pas parce que la petite a parlé de ses abus à son médecin qu'elle a pris, elle a amené loin de la mère pour dire, j'ai vu qu'il y a un problème chez toi dans tes lèvres. Et puis, c'est elle qui a parlé. C'est elle qui a dit au médecin, et le médecin devait faire une plante. Alors, et la policière qui fait un interrogatoire de la petite n'invite pas son avocat, une petite de 11 ans. C'est, c'est, et en plus, met dans son rapport que c'est quand même la mère qui lui a dit de dire ça quand dans l'interview, la petite avait dit que c'était pas elle, que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, il y a des trucs qui clochent. Il y a vraiment des trucs qui clochent. Qu'est-ce qu'on protège là des pédophiles? Je ne sais pas. Parce qu'après, la petite a été redonnée au père que c'était la personne qui aurait abusé d'elle. Alors, En- voilà. Alors, on a cette tendance de donner aux criminels les enfants. Alors, non, non, ça va pas, ça doit changer. On doit mettre stop, fin, et on ne doit pas avoir peur des rétorsions, même si on nous met en prison et tout ça. Mais on est dans la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a peur de quoi? De finir en prison et après? Et au pire, on nous tue. Au pire. Alors, on doit tous mourir de toute façon. Mais non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on Omar, bouge les parents. on voit ton courage et on te remercie vraiment pour ton engagement dans tout ce que tu fais et particulièrement ce film Les Arbres de la Honte. On mettra dans la description le lien YouTube sur ta chaîne pour pouvoir le voir gratuitement. Tu l'as beaucoup diffusé justement sur les réseaux sociaux, ce film finalement. Et puis maintenant, donc là, tu nous annonces en fait que tu ne retireras aucun poste malgré les modifications Non, non, non. provisionnelles. On voit que tu es un homme de bien, un homme qui va au bout des choses, un homme qui ose dire les choses, qui expose la vérité, qui fait un appel aussi aux autres personnes à le faire, que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes de loi, mais que ce soit aussi les familles, que maintenant il y ait un peu ce grand mouvement, car finalement, c'est ce que tu as réussi à faire dans ce film, c'est réunir suffisamment de monde pour montrer l'ampleur du problème, pour montrer que les internements administratifs, ça n'est pas du passé, c'est toujours une réalité aujourd'hui. C'est un autre nom, c'est une autre forme, c'est fait autrement, mais finalement, il y a beaucoup d'injustice dans ces placements. L'avenir, qu'est-ce que tu vois? Tu as des projets en cours, tu as des choses qui se préparent? Non, mais écoute, moi, je voulais encore dire un truc par rapport à l'histoire de Oui. Neil euh, et par rapport à cet éducateur auquel j'ai vraiment envie de... Juste pour te dire, j'ai écrit, c'est l'avocat de Forge et cet éducateur qui m'a contacté, m'a envoyé un email. Moi, je n'ai pas Mhm. encore reçu leur lettre officielle du tribunal, hein, mais je l'ai reçu par le biais de l'avocat de Forge et cet éducateur qui est cité dans la lettre. Alors, moi, j'ai répondu à cet avocat, s'il vous plaît, de me donner le document officiel, une copie du document officiel avec le nom du mandat, je veux savoir qui c'est le mandant de ça. Donc, c'est pour juste comprendre si c'est Forge, si c'est l'éducateur en question, si... Je veux savoir, je veux comprendre un peu comment il agit, parce que lui, cet éducateur, vous pouvez le voir très bien, ce n'est pas de la diffamation sur tous les profs que Neil est en train de lancer, il parle toujours au nom de Forge. Toujours au nom de Forge, il prend les décisions. Au nom de Forge. Même Forge
Alors, vous voulez avoir un gars là que on a entendu, on a vu les photos qui maltraitent des enfants dans votre circuit là. Alors, si vous le défendez, pourquoi? Quel intérêt? C'est ça. Et cet éducateur, j'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur de vos hystéries ou de vos rétorsions que vous me faites. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Alors, voilà, il faut que le système commence à faire enquêter contre cet éducateur. Tout le monde, s'ils ont le courage, s'ils sont si on est vraiment en Suisse, voilà, je vais résumer comme ça, le pays le plus démocrate des droits de l'homme, des enfants, la Suisse. Non, la Suisse, elle ne devrait pas exister, ce genre de choses. C'est pas bon pour l'image de la Suisse. Et ça, je le dis à tous les politiciens là-haut, à part s'ils appartiennent à quelque chose d'encore plus grand qui est à nous. Parce que si on va tout au bout de ce qui se passe avec tous ces enfants, je vous dis, parce qu'on a inquiété, qu'il y a des personnages très, très, très puissants. Alors, et ça, on le voit dans la réalité politique d'aujourd'hui, qui commande le monde. Je n'ai pas besoin de dire plus. Allez faire vos propres recherches et posez-vous les bonnes questions. Qui commande le monde? Qui commande le système à Genève? Qui a ce pouvoir et pourquoi? Et il y a des réponses Et déjà dans ton film. Et volontiers, on te recevra de nouveau ici pour suivre un petit peu la suite de cette mésaventure, hein. Je ne vais pas parler d'aventure, mais vraiment de c'est une aventure. Moi, péripéties. j'adore les aventures. C'est des défis. C'est des défis, c'est des challenges qui te font évoluer. Je pense que chaque famille qui a vécu un drame comme ça a eu un degré de conscience, de prise de conscience de comment marchent les choses on est presque intouchable dans l'âme parce qu'on a la vérité. C'est les personnes qui détiennent la vérité qui ne doivent pas avoir peur. C'est les autres qui doivent avoir peur. Parce qu'un gars comme cet éducateur qui se rappelle même pas ce qu'il raconte, ce qu'il dit, et il doit être confronté, comme je l'étais devant lui, avec Nid, dans ses réseaux, qu'il doit être confronté à des preuves écrites pour se rappeler qu'il avait dit des stupidités. Alors, voilà, cet éducateur, c'est lui qui doit aller relire tous les rapports qu'il écrit parce qu'apparemment, il se les rappelle pas. Il sait même plus, il se rappelle même pas qu'est-ce qu'il fait. Et c'est incroyable qu'en plus, en écoutant l'interview de Neil, c'est lui qui bombarde des enfants pleins de médicaments. Ça, c'est Nick qui l'a dit, hein? Moi, je retrace. Alors, et puis, qu'on ne laisse pas les parents donner des vêtements, donner des cadeaux. Hein. Bibbiano, vous connaissez Bibbiano en Italie? Ça, c'est pire que Bibbiano, parce qu'on est en Suisse. On devrait avoir une démocratie exemplaire. Non, non, stop, stop cette Et merde. c'est vrai que dans une démocratie, le quatrième pouvoir, eh bien, c'est un pouvoir très important. Et là, maintenant, ce qui est en train de se mettre en place, je constate, c'est un cinquième pouvoir. C'est vraiment le pouvoir des citoyens. C'est vraiment le pouvoir des gens qui osent défier un peu tous ces pouvoirs qui finalement sont beaucoup dans l'omerta, dans la facilité, dans le consensuel. On voit la réponse de Simonata Samaga à tes questions où elle évite et elle dilue finalement ses responsabilités et elle évite les questions embêtantes. Et on te remercie vraiment, Omar, Mais d'oser poser les questions, de faire le travail que tu fais, de pouvoir permettre à la vérité d'éclater et puis d'avoir ce courage de tenir tête, de tenir bon et de n'avoir peur de rien finalement, car tu es droit dans tes bottes et vraiment, ça fait plaisir de te rencontrer. oui, je vais te dire une chose. Je vais juste citer euh, quelque chose de très particulier de cette charte de Munich de 1971. Et c'est un message aux journalistes que je veux donner maintenant. À tous les journalistes que j'ai contactés pour raconter, tous les journaux romandes, j'ai contacté et ils savent que j'ai fait cette alerte et personne n'a réagi. Alors, à tous ces journalistes que j'ai contactés, parce que je n'ai pas posté ce petit alerte seulement dans le site de M. Comme vous pouvez bien imaginer, je l'ai aussi posté chez tous les commentaires. On pouvait commenter des posts, des news qu'il publiait sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et tout ça. Alors, le message pour vous, les journalistes, et je vous le lis, c'est de cette charte. Tout journaliste digne de ce nom se fait devoir de ne pas supprimer les informations essentielles et doit s'interdire la suppression d'une information. Voilà pourquoi j'enlèverai jamais ce poste.
OK? Parce que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Et ce droit du public doit connaître les faits et les options procédées, l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. Donc, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences par lui-même, et défendre la liberté de l'information. C'est ça qu'on doit faire les journalistes. Et moi, c'est ce que j'essaye. Et toi, Olivier, tu es un grand pour tout ce que tu fais et je te remercie Merci à toi, pour, Omar, et pour à m'avoir très donné la bientôt. parole. Hein? C'était un grand plaisir de te Alors, recevoir. Merci. ciao ragazzo.